Bonsoir. Donc, nous avons publié les écrits de Chantal Akerman sous le titre « Œuvres écrites et parlées » en avril dernier. Ce soir, ce que nous allons vous présenter, c'est un montage de textes, de photographies, d'extraits radiophoniques, d'extraits de films. Et je voulais vous dire que c'est une tentative, c'est un travail en cours. Voilà. Lundi, j'ai une réponse. J'ai une réponse. Qui a une question? Une réponse à quoi? Les questions, je les entends. J'y ai souvent déjà répondu. Parfois bien, parfois mal, mais toujours en ressassant. Je suis une ressasseuse, je le sais bien. Et parfois, à force de ressasser, je m'ennuie moi-même. Ma vie est longue, un long ressassement. Oui, il faut ressasser, parce que c'est ce ressassement, c'est de ce ressassement qu'est sans doute né tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. Sauf que je relis ce que je dis au début du film, Chantal Akerman par Chantal Akerman, et que je me demande comment écrire autre chose. Tout, presque, y était déjà. Je relis aussi d'autres choses, des interviews données en français, en anglais, et je vois se dessiner une fois de plus quelqu'un qui ressasse. Quelqu'un qui ressasse, mais je n'aime pas ce qu'elle ressasse. J'ai envie, dans un ressassement toujours, de dire le contraire, mais pas toujours. Je me demande si un jour, il y aura encore quelque chose à ressasser. Mardi. Ce matin, il faut y aller, mais où? En moi, autour de moi, repenser à mon travail. D'où ça sort tout ça? Pourquoi? Comment? En ce moment, je préférerais l'ignorer. Tout, moi d'abord, et le travail ensuite, ou en même temps sans doute. Pourquoi? Parce que ça va passer, on me dit, ne t'inquiète pas. On me dit, ce serait bien pour le lecteur, le spectateur, qu'il comprenne à demi-mot et à mi-voix pourquoi tu commences par une tragicomédie où tu joues toi-même. Puis pourquoi tu t'en détournes apparemment pour aller vers des films expérimentaux et muets. Pourquoi ceux-là à peine achevés, de l'autre côté de l'océan, tu reviens par ici et à la narration. Pourquoi tu ne joues plus et que tu fais une comédie musicale? Pourquoi tu fais des documentaires et puis que tu adaptes Proust? Pourquoi tu écris aussi une pièce, un récit? Pourquoi tu fais des films sur la musique et enfin à nouveau une comédie? Puis aussi, depuis quelque temps, tu fais des installations sans vraiment te prendre pour une artiste. À cause du mot artiste. Je pourrais me présenter comme mon double. Un double plus fort, plus intelligent, qui aurait compris ce que son autre double cherchait à faire depuis tant de temps. Mais rien que d'y penser, je suis prise d'effroi comme le héros du récit de Dostoïevski, qui entra, tout hagard, dans son logement, sans quitter ni manteau ni chapeau. Il traversa le couloir et, comme frappé par la foudre, s'arrêta sur le seuil de sa chambre. Je pourrais aussi, comme je l'ai déjà fait dans certains films où je joue à l'actrice, me présenter d'une manière burlesque, pour éviter de me prendre au sérieux. Je pourrais dire la même chose pour ce livre, pour ce monologue, mot à mot. Arrête de ressasser, disait mon père, et ne recommence pas avec ces vieilles histoires. Et ma mère, tout simplement, se taisait. Il n'y a rien à ressasser, disait mon père. Il n'y a rien à dire, disait ma mère. Et c'est sur ce rien que je travaille. Note d'intention pour le film Je, tu, il, elle, 1973. Le jeu du récit pourrait être une adolescente de 16 ou 17 ans. Elle aurait le visage encore enfantin, tandis que son corps commencerait à devenir celui d'une femme, ce qui créerait chez elle un malaise et déterminerait certaines de ses attitudes. Elle ne se tiendrait pas droite ou assise, elle croiserait ses bras devant elle comme pour se cacher. Je la verrais comme une sorte de mouchette, à peine grandie, à peine moins sauvage. Le tu ou le elle du récit ne laissera entrevoir que peu de choses de lui-même. Quelques gestes, sa voix, son physique, quelques mots, l'endroit où il vit. Il pourrait être une jeune femme approchant la trentaine, grande, avec de longs cheveux roux foncés qui encadrent un visage mince, triangulaire, avec de grands yeux bruns clairs et brillants.
Un personnage doux, mais qui laisserait percer quelque chose de rauque, qui retiendrait continuellement comme une vibration, qui se trahirait dans sa voix, qui d'ordinaire pleine et chaude, s'étranglerait par instants. Le camionneur pourrait être un homme ayant dépassé la quarantaine, trapu, rude, rocailleux, avec une grosse et belle tête aux cheveux roux, clairs, posée sur un cou puissant. Il est marié et a une petite fille de 11 ans. Et je suis parti. Le personnage quitte un lieu, indéfini, pour un autre lieu, indéfini. Le lieu qu'elle a quitté et qu'elle retrouve par après pourrait être Bruxelles, et l'autre lieu, appelé la grande ville, dans le récit, Paris. Cette introduction ne serait pas montrée, mais je pourrais dire en off, et je suis parti. Éléments sonores de Je tue, il, elle, 1974, séquence du camionneur, en forme d'hommage à Niels Arestrup. Camionneur. Rasoir. Ambiance bistrot style Borel. Il coupe le moteur, il souffle sur les poils, il a tiré la fiche, il dépose rasoir sur évier. Bruit de pas, carrelage. Il pisse, bruit de ciré. Il tirette. Ouverture, fermeture. Camion. Ouverture camion. Arrêt du moteur, intérieur, extérieur. Claquement de porte. Pas de Niels, pas de Chantal. Je cours. Ouverture des deux côtés. Fermeture, moteur en marche. Poisson. Il ramasse paquet de cigarettes gitanes, il en prend une, il dépose. Il prend briquet, il allume. Il redépose briquet. Déposer 2 fois, prendre 2 fois. On boit. Ramasser les verres plusieurs fois. Déposer verre vide, déposer verre rempli. Mettre 2 verres vides sur plateau. Poser 2 verres remplis. J'ai pris cigarette, briquet, je dépose briquet. On sort. Porte. Bouffe. Émission télé. Bruit d'assiette. Il en dépose 2. Fourchette. Camion. Pas. Courir. Porte. Ouverture, fermeture. Bistrot. Ouverture de porte. Il marche. Je marche. Bonjour 4 fois. C'est ma cousine. Dis bonjour à ce monsieur. Allez, la tournée. Ambiance bistrot. Tu aimes ça? C'est froid. Ça fait combien? Bruit de voiture séparée dans le silence. Changement de vitesse, ralenti. Camion roule, freine, s'arrête. Première page du scénario de Jeanne Dillman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Le scénario date de 1974. C'était un mardi vers la fin de l'après-midi. Jeanne est dans sa cuisine. Elle verse un peu de sel dans les pommes de terre largement recouvertes d'eau, sans montrer aucune hésitation quant à la quantité. Elle couvre la casserole et allume le gaz. Elle enlève alors son tablier au coup de sonnette qui ne semble pas la surprendre. Elle passe encore ses mains rapidement sous l'eau qu'elle sèche à peine à l'essuie de cuisine et éteint la lumière. Elle quitte la cuisine en refermant la porte derrière elle. Jeanne, sur le palier, fait un signe de tête à quelqu'un qu'on ne voit pas tout de suite. On s'apercevra que c'est un homme alors qu'il la suit et entre après elle dans une chambre dont elle referme la porte derrière lui. On a eu le temps de voir qu'il est de taille moyenne, qu'il porte un manteau beige et une petite serviette sous le bras. Il ne nous a encore montré que son dos et pourtant, on n'a pas l'impression qu'on veut expressément nous cacher son visage. Un peu plus tard, l'homme ressort de la pièce. Cette fois, c'est lui qui précède Jeanne et qui ouvre la porte. Il est de face quelques instants, mais on a à peine le temps d'apercevoir son visage dans l'obscurité. Il passe suivi de Jeanne qui allume dans le corridor. Sur le seuil, il prend son portefeuille, en sort quelques billets et les tend à Jeanne. Il tient son portefeuille de la main gauche et de la droite prend la main gauche de Jeanne, qui la laisse quelques secondes inerte dans la sienne et la retire ensuite sans vivacité. Il attend d'avoir remis son portefeuille dans la poche intérieure de son veston. La gauche
pour lui dire avec une légère nuance interrogative dans la voix, nuance plus prononcée vers le début de la phrase et qui va s'amenuisant encore vers la fin, ce qui éclairerait l'aspect purement formel de la question. À la semaine prochaine. Jeanne s'abstient de répondre ou fait un léger signe de tête d'acquiescement, comme si cela était déjà depuis longtemps entendu entre eux. On remarque qu'ils se connaissent, et pourtant il n'existe pas d'intimité entre eux. Ils semblent suivre un rite qu'ils savent bien, mais d'où tout sacré serait exclu, rien qu'une répétition de gestes préétablis où rien n'est difficile ou gênant, parce qu'il y a juste un code à suivre, aucune improvisation. C'était un mardi, mais cela aurait tout aussi bien pu être un lundi, un mercredi ou un autre jour de la semaine. Rien n'aurait été réellement différent, même avec l'homme qui changeait chaque jour, se répétait de semaine en semaine, ou de 15 en 15 jours, et qui aurait peut-être dit à bientôt, ou à vendredi 27, ou n'aurait peut-être rien eu besoin de dire. L'attitude de Jeanne, elle, était immuable. Jamais elle ne montrait plus d'émotion qu'aujourd'hui, et toujours, alors que l'homme était sorti, elle éteignait dans le corridor, allumait dans la salle à manger et allait déposer l'argent dans une soupière en faïence blanche à fleurs bleues qui se trouvait au milieu de la table de la salle à manger. Il n'y avait que le samedi et le dimanche qu'elle ne recevait aucun homme. Elle se consacrait alors plus totalement encore à sa maison et à son fils. Jeanne a soulevé le couvercle de la soupière dont l'anse était bréchée et y a déposé l'argent. Elle entre dans la cuisine et va éteindre le feu qui brûlait sous les pommes de terre sans même vérifier si celles-ci sont cuites. Elle verse l'eau qui se trouvait dans la casserole dans une autre un peu plus grande et laisse les pommes de terre au bain-marie. Elle entre ensuite dans la chambre où nous l'avons vue précédemment entrer avec l'homme. C'est sa chambre à coucher. Elle ouvre largement les fenêtres sans lenteur, précipitation ou autre sentiment. Elle se dirige vers son lit et prend l'essuie-main qui avait dû y être bien étalé et qui est maintenant une masse informe et froissée et va le mettre dans le bac à linge sale dans la salle de bain. Elle revient ensuite dans sa chambre et passe sa main sur le couvre-lit en molleton épais, recouvert de soie rose sombre, passée, et piqué de larges motifs aux courbes abstraites, mais qui arrivent quand même à évoquer des fleurs. Elle efface ainsi les traces de corps qui se sont fortement marquées, le couvre-lit cachant un édredon. Elle referme la fenêtre et va dans la salle de bain. Il restait à déterminer si, quand Jeanne va reconduire ses différents clients à la porte de son petit appartement, elle se trouve en peignoir ou habillée de ses vêtements de jour. Elle est dans ses vêtements de jour. Dans les deux cas, ses cheveux n'auraient pas été dérangés. Elle a une coiffure comme on en portait dans les années 60. Elle se fait faire à peu près toutes les 6 semaines une permanente qui vous fait un genre de coiffure de laquelle on dit « cela tient » et qui lui donne un genre de beauté un peu démodée. Depuis qu'elle a eu sa meilleure période, disons vers 30-35 ans, au moment où l'on disait d'elle « quelle belle femme », elle n'a plus changé de style. Dans la salle de bain, elle s'est déshabillée, a posé ses vêtements sur une chaise. Elle est maintenant debout dans la baignoire sur le caoutchouc qui empêche de glisser. C'est une salle de bain vieillotte, comme d'ailleurs tout le reste de l'appartement, mais tout à fait sans charme. On ne dirait pas de lui qu'il a un charme désuet. La baignoire est longue et profonde. La maçonnerie extérieure est peinte en bleu ciel déjà passé. L'intérieur n'est plus réellement blanc. Il y a même des traces orangées laissées par l'eau. Les murs sont dans un crépi verdâtre. Il y a une fausse fenêtre en dépoli qui donne sur le couloir. Jeanne passe le gant de toilette dans un filet d'eau. Elle arrête l'eau, elle enduit le gant de toilette de savon et se savonne soigneusement, mais assez rapidement, tout le corps. Ceci est fait de la même manière que l'ouverture de la fenêtre de sa chambre, sans manifester d'émotion. On ne doit pas s'imaginer qu'elle veut à tout prix et consciemment effacer les traces de l'homme. Mais c'est quelque chose qu'elle fait chaque fois, comme l'employé de bureau range ses affaires, met ses crayons et bics dans le tiroir lorsqu'il est 5 heures. Jeanne essaye ensuite de se rincer avec la douche à main, mais la pression est si irrégulièrement distribuée qu'elle tourne la manette pour obtenir l'eau courante. Elle s'accroupit alors et essaye de se rincer comme cela. Elle s'essuie, elle s'habille. Elle porte des vêtements qui sont un compromis entre les vêtements qu'on portait il y a 10 ans et ceux de maintenant.
Elle les fait faire chez une petite couturière qui habite dans le quartier et chez qui elle s'arrête parfois pour prendre le café. Elle rince la baignoire. Elle va alors dans la cuisine. J'aimerais, avant de vous raconter ce qu'elle va faire dans cette cuisine, rien d'ailleurs que de très normal, vous faire sentir quel genre de geste elle a. Quand elle prend un objet dans ses mains, elle le sent vraiment. L'objet a son poids réel. Il est lourd de sa substance, de sa qualité. Ces choses-là peuvent sembler tout à fait ordinaires, mais je pense que ce sont des choses remarquables. Elle ne laissera pas tomber quelque chose, elle ira au bout de ses mouvements. Par cette description, je n'essaye pas de montrer un des traits de caractère de Jeanne, mais simplement de vous aider à la visualiser et vous sensibiliser au rythme qu'elle va imposer au film. Ah bon. Attendez, quelqu'un à côté de vous reprend le micro, oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, après la visite du deuxième client, c'est à ce moment-là que les choses se dégradent peu à peu. Oui. Elle oublie de refermer la soupière, etc. Donc, si on est un petit peu conscient... Vous savez, j'ai vu le film, hein. Ok, très bien. Si on est... Moi aussi. Si on est un petit peu conscient, on se rend compte que c'est lié au deuxième client. Mais ça, c'est pas vraiment l'essentiel. Ce que je voudrais dire, c'est que dans ce film, il y a un suspense qui est introduit parce qu'il y a une pomme de terre qui brûle. Et c'est peut-être la première fois que ça arrive dans l'histoire du cinéma. Bon, alors ce qu'il faut dire, Régis, ce que tu ne sais peut-être pas... Oui. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que la jeune fille qui vient de parler est l'auteur du film. C'est Chantal Agarman. Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé le film. En ce qui concerne la fin, je crois que Georges a trouvé une fin, enfin... le mystère, enfin il dit que c'est l'Afcadio. Bon, c'est pas du tout un acte gratuit. Vous me dites ça. Moi j'ai pensé qu'elle était schizophrène et que, je veux dire, elle tuait l'homme qui lui donnait le plaisir parce que c'est une femme qui a refusé le plaisir toute sa vie comme elle a refusé la vie. Moi c'est comme ça que j'ai vu le film. C'est-à-dire que dans son monde à elle, il n'y a pas de place pour le plaisir. Oui, et le plaisir introduit un abîme dans sa vie. Donc son inconscient commence à parler et son quotidien qui se dégrade. Oui. Et si vous voulez, en fait elle a tué et c'est le premier peut-être geste qui vient vraiment d'elle. Et en même temps, quelque part, c'est pour rétablir son ordre, parce qu'elle ne supporte pas que le désordre vienne. Donc, si vous voulez, un trop grand ordre conduit au désordre. C'est ce qui est un peu montré dans le film. Et après ce meurtre, elle ne sera plus jamais pareille. C'est-à-dire que le meurtre est à la fois positif et négatif. Parce qu'elle ira en tôle. Bon, merci. Attendez, gardez le micro. Eh oui. Non, Il y aura qu'à s'arrêter n'importe où. Mais qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Non, il faut d'abord trouver mon frère. Il lui donnera plein de fric. Et ensuite, on se trouvera un chouette hôtel chic et on rigolera. Vous voyez, elle pense qu'à rigoler. À qui tu parles? Spectateur. Tu vois, je te l'avais dit. Je le regrette déjà. Tu es fou d'avoir fait ça. Non, je suis amoureux. C'est la même chose. Extrait de l'entretien avec Marie-Claude Treilloux, « La vie, il faut la mettre en scène », paru dans Cinéma 76. Je suis allée aux États-Unis. Avec Pierrot le Fou, c'est ce qui a été le plus déterminant pour mon existence cinématographique. J'y ai vu des films de Brakhage, mais surtout de Michael Snow. Ce sont des films qui ne travaillent que sur le langage du cinéma, où il n'y a pas d'histoire ni de sentiment. Les États-Unis, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai vraiment eu l'impression que tout était possible et qu'il fallait balancer toutes les vieilles structures narratives qu'on utilisait en Europe. J'ai fait 3 films là-bas, en 16 mm, tous d'une manière pirate. C'est-à-dire que je trouvais la pellicule où je pouvais, on me prêtait la caméra, je travaillais la nuit, je faisais un film en quelques heures, je ne payais pas les gens. Il y en a un que j'aime beaucoup. Il s'appelle Hôtel Montret. C'est la montée à travers le temps et l'espace d'un hôtel à New York. C'est-à-dire que je commence au ras du sol la nuit et que je termine sur le toit de l'hôtel à l'aube. Il y a toute cette progression vers l'aube. En 1972, Éric de Cuyper propose à Chantal Akerman de diffuser Hôtel Montret dans son émission pour la télévision flamande, Die Andere Film. Hôtel Montret étant muet, Akerman et de Cuyper décident d'accompagner le film d'un extrait de Don Giovanni de Mozart. C'est une reconstitution de quelques minutes de cette expérience que l'on vous propose de voir maintenant.
Quand on voit un film de Michael Snow, un film qui n'est pas des plus importants, qui s'appelle Back and Forth, qui est vraiment un film où il n'y a qu'une seule idée, il y a une idée et le film est fait par rapport à cette idée. Il met la caméra dans une salle de classe, ça pourrait être ailleurs, et la caméra fait un angle de 180 degrés, tout le temps, paf, paf, comme un battement. Et on regarde comme des dingues, comme si c'était le plus grand suspense au monde, parce qu'on a l'impression que chaque fois, le mouvement de caméra va aller un peu plus loin, qu'on va découvrir un tout petit peu plus de la salle, et de l'autre côté, pareil, ça dure 20 minutes ou 40 minutes, je ne sais plus. On est comme ça, tendu, comme devant un film d'Hitchcock. Mon très chère petite fille, j'ai bien reçu ta lettre et j'espère que tu continueras à m'écrire souvent. De toute façon, j'espère que tu me reviendras vite. J'espère que tu continues à bien te porter et que tu travailles déjà. Je vois que New York te plaît, que tu es contente, alors nous sommes contents aussi, malgré qu'on voudrait te revoir le plus vite. Dis-nous quand penses-tu revenir. Enfin, chez nous, c'est comme d'habitude, sauf qu'aussi bien agrippé et reste à la maison, et que moi, je ne suis pas fort bien. Ma tension est basse et je prends des médicaments et des fortifiants. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je suis triste. C'est samedi, nous sommes au magasin, il fait calme, on s'ennuie. Le soir, nous irons manger avec des amis, et c'est tout pour mon anniversaire. Bientôt, c'est le tien, et je te souhaite tout le meilleur au monde, tu le sais bien. Écris-moi au sujet de ton travail et de tout, de New York. Je suis impatiente d'avoir de tes nouvelles. T'embrassons tous les trois bien fort, et pensons à toi tout le temps, ta maman qui t'aime. Extrait du scénario pour un film jamais réalisé, Le Manoir, écrit en 1980, d'après le roman d'Isaac Bashevis Singer. Les photographies que vous allez voir sont des documents rassemblés par Chantal Akerman pour ce projet. Dans le couloir de l'hôpital, mademoiselle Wallenberg précède Ezriel de quelques pas. Elle porte maintenant une blouse blanche sur sa robe. Ezriel a les bras surchargés de livres et semble encore une fois embarrassée. Quand ils arrivent devant une petite salle dont la porte est entr'ouverte, elle dit à Ezriel en chuchotant « Restez là, regardez, ne bougez pas ». Mademoiselle Wallenberg entre dans la salle, une sorte de petit amphithéâtre. Sur l'estrade, il y a un médecin et une patiente. Autour d'eux, assis à la première rangée, de jeunes médecins en blouse blanche. Il règne une atmosphère de mystère, de secret. Ezriel regarde, comme fasciné. La voix du médecin-chef est forte, ses mots résonnent, on ne les comprend pas clairement. La patiente semble entrer en transe. Ezriel la regarde d'assez loin. Il semble aussi exalté qu'elle, troublé, comme si l'hystérie de la femme le concernait personnellement. Il s'identifie à la patiente, ses lèvres remuent en même temps que les siennes sans qu'aucun son n'en sorte. Il étreint ses livres comme s'il voulait s'y raccrocher. Il est pâle, il transpire. Les médecins sortent. Ezriel est toujours là, immobile sur le pas de la porte, avec ses livres serrés très fort contre lui. Quand mademoiselle Wallenberg retrouve Ezriel, elle voit immédiatement le trouble et l'émotion du jeune homme. Elle l'entraîne en mettant son bras autour de ses épaules, comme si elle entourait un enfant. Il s'éloigne dans les couloirs. Mademoiselle Wallenberg, alors, cela vous a intéressé ? Ezriel reste d'abord silencieux, puis demande, en levant son visage vers mademoiselle Wallenberg, « Est-ce qu'elle va guérir ?» Mademoiselle Wallenberg, « Je ne sais pas, Ezriel. Les maladies des femmes, personne n'y comprend encore rien. » Ezriel, « Les maladies des femmes ? Parfois, moi aussi je me sens comme ça. » Ils sont maintenant sortis de l'hôpital. Mademoiselle Wallenberg raccompagne Ezriel à la gare. Ils marchent tous deux côte à côte. Ils n'ont pas pris le chemin par l'intérieur de la ville, mais celui par l'extérieur, plein d'ateliers, etc. Ezriel porte sa valise. Mademoiselle Wallenberg tient ses livres. D'abord, Ezriel marche sans rien dire, pensif. Puis soudain déclare à mademoiselle Wallenberg qu'il est décidé à devenir médecin des maladies nerveuses. Et il commence à s'exalter en parlant. Il lui demande « Vous croyez qu'on peut vraiment changer le système nerveux de quelqu'un ?» Mademoiselle Wallenberg, il y a des gens qui le disent. La nuit est presque tombée. Ezriel marche maintenant à grands pas. Mademoiselle Wallenberg a du mal à le suivre. Ezriel, vous savez, tout le monde me croit en bonne santé, sain, mais en réalité je suis à moitié fou. Je me sens un étranger partout.
chez les Juifs qui attendent le Messie depuis tant de temps, et même ici à Varsovie, avec vous. Je me suis toujours demandé ce que j'avais. Est-ce mes yeux, mon visage, mes nerfs? Mademoiselle Wallenberg le regarde et l'écoute. Elle a l'air étonnée et émue. Ezriel, lui, continue en marchant à grands pas, très agité. Ezriel. Combien de fois je me suis dit « Je ne veux pas vivre, je ne veux pas me marier et mettre d'autres juifs au monde. Je me suis marié et Dieu sait si Scheindel n'est pas déjà enceinte. » Soudain, il s'arrête et regarde mademoiselle Wallenberg. Il lui demande très vite « Est-ce vrai que votre père s'est converti au catholicisme ?» Mademoiselle Wallenberg. « Oui, c'est vrai. » Ezriel a l'air pensif, il ne dit plus rien. Le couple continue à avancer. Il commence à neiger doucement. Ezriel n'a pas l'air de s'en rendre compte. Ezriel reprend plus tard « Il faut guérir les gens de leur folie. Oui, c'est à cause de la folie des hommes si le monde va si mal. Les meurtres, les malheurs, tout cela, c'est à cause de la folie. » Et soudain il dit, très concentré et naïvement, « Mais est-ce que vous croyez vraiment que la médecine y peut quelque chose ?» Mademoiselle Wallenberg. « Je ne sais pas. » Ezriel. « Moi, je l'espère. Il le faut. Scheindel m'aidera, dit-il tout à coup, d'un autre ton. Je me demande comment se fait-il qu'on pense et qu'on aime qu'un corps puisse être attiré par un autre corps alors que nous ne sommes qu'un assemblage de milliers de petites molécules, dit-il soudain, intimidé par sa propre audace. « Vous êtes à la gare, lui dit mademoiselle Wallenberg. Elle le serre contre elle. « À bientôt, lui dit-elle. » Paris, 1st September 1980. Dear Isaac, I don't know if you remember me. It's such a long time since I have visited you in Miami to talk with you, hint, on walk. Since that time, I have worked a lot on the script based on your manor and estate. When the script was finished, we tried to find the money in order to shoot the movie, but the budget was so high that we'd never succeed on it. So, for the moment, I have to leave the project aside, but I hope not for too long. I may come in the United States in the next few months, and I hope to see you and your wife again on that occasion. Even if the project is not going to get on screen, to spend that time with you or books was a great, great pleasure. And I certainly don't have the feeling that I have lost my time. And maybe one day. So, Isaac, lots of love. Une note d'intention pour La Galerie, qui fut le premier titre du film Golden 80s, réalisé par Chantal Akerman en 1986. Les photographies ont été prises par Chantal Akerman. D'abord, l'envie de faire une comédie sur l'amour et le commerce, burlesque, tendre, frénétique. Ensuite, tout est parti du lieu, un lieu que je connais bien, pour y avoir travaillé à plusieurs reprises comme vendeuse. Une galerie marchande, plus précisément la galerie de la Toison d'Or de Bruxelles. Un espace architectural qui deviendrait le lieu d'une ou plusieurs intrigues de comédie, où un espace sentimental pourrait venir s'inscrire et où derrière la comédie et avec elle viendrait se profiler la violence, une violence sourde, quotidienne. Une galerie moderne, années 60, avec de larges allées dallées de marbre, de silencieux escaliers mécaniques, une lumière constante, dorée, une température toujours douce, apparemment hors du temps, de l'histoire et des intempéries, loin des rumeurs de la ville et du monde, mais tout à côté, où s'alignent les unes à côté des autres, dans des murs de verre, boutique après boutique, vitrine après vitrine, derrière lesquelles on entreaperçoit des visages. On accroche parfois au passage un sourire, un regard, de femme le plus souvent. Il y a un homme qui rôde depuis le matin dans les allées de la galerie, qui s'attarde un peu trop longtemps devant les vitrines, qui dévisage les vendeuses avec insistance. Il cherche quelque chose, quelqu'un. On apprendra plus tard que c'est une femme qu'il a entreaperçue derrière une vitrine quelques jours auparavant. Juste un regard sombre, des yeux de feu. Depuis, il n'endort plus la nuit, il en rêve le jour. Il la cherche et nous conduit ainsi dans le snack d'Aurore, dont l'amoureux est parti faire fortune de l'autre côté de l'Atlantique. Ensuite à Lily, dont les yeux l'ont fait trembler. Mais il sera brutalement confronté à une autre femme, Jeanne, qu'il n'a jamais oubliée,
qu'il ne s'attendait pas à retrouver là, mariée et derrière un comptoir d'une boutique, après 30 ans de séparation. Jeanne, qui, quand elle apercevra Serge, tentera de maîtriser pour la dernière fois le flot de vie qui coule en elle. Jeanne, qui nous amènera à Monsieur Jean, fou d'amour pour Lily, Lily à celui qu'elle aime et qu'il aime en cachette, le beau Robert, son voisin, vendeur dans le magasin de ses parents, lequel Robert est aussi aimé par Mado, la première du salon de coiffure, et dont les parents convoitent le magasin de Lily qu'il vaudrait bien ajouter au leur afin d'augmenter leur surface de vente, mais, etc. Ainsi commence notre comédie. Une comédie où les personnages parleraient vite, se déplaceraient vite et sans cesse, mus par le désir, les regrets, les sentiments et la cupidité, se croiseraient sans se voir, se verraient sans pouvoir s'atteindre, se perdraient sans que nous les perdions de vue, pour se retrouver enfin. Où, au fur et à mesure du déroulement du film, les intrigues se resserreront, se précipiteront alors que les sentiments s'exacerberont, que les déplacements de nos personnages se feront de plus en plus rapides. Ce sera alors comme une machine folle qui s'emballe, pour soudain retrouver son calme dans la dernière image, où pour la première fois on apercevrait enfin, dans la lumière du soleil couchant, le monde extérieur, le boulevard sur lequel débouche la galerie, avec les voitures, les tramways qui passent, l'autre vie. À ton âge, un chagrin vite passé. C'est bien. Fais-le comme Oui, 3 fois. oui. Je t'ai pas bouché. À ton âge, un chagrin vite passé. Non, là c'est trop, tu vois. Même un peu presque le chuchoter. À ton âge, un chagrin vite passé. À ton âge, un chagrin vite passé. Et une fois un peu plus sonore. Silence. À ton âge, un chagrin vite passé. Non, là tu vas trop vers le bas, tu vois. Oui. À ton âge, un chagrin est vite passé. Tu veux que je reste plus dans les remontées? Oui, il ne faut pas que tu remontes, mais il ne faut pas que tu descends. D'accord. À ton âge, un chagrin est vite passé. À ton âge, un chagrin s'est vite passé. À ton âge, un chagrin s'est vite passé. J'ai fait un temps, tu sais. Eh bien, fais le temps. À ton âge, un chagrin est vite passé. À ton âge, un chagrin s'est vite passé. À ton âge, un chagrin s'est vite passé. Juste encore une fois. À ton âge, un chagrin s'est vite passé. Fais-le sans penser à ce que tu dis, plusieurs fois comme ça, tu vois. Je fais chaque fois un temps, je n'attends plus. À ton âge, un chagrin s'est vite passé. À ton âge, un chagrin s'est vite passé. À ton âge, un chagrin s'est vite passé. Non, là, tu vois, il y a trop de jeu dedans. Fais-le les yeux fermés, je crois que j'y arrive un peu facilement. À ton âge, un chagrin s'est vite passé. À ton âge, un chagrin s'est vite passé. Non, ferme les yeux, c'est très beau. Quand tu... À ton âge... Attends. Ferme les yeux et la sensation des yeux fermés, tu vas voir. Vas-y. Liste des attitudes pour le film Toute une nuit, 1982. Renversé dans son fauteuil à pivot, il se balançait sur sa chaise.
Il se retourna et se mit sur son séant. L'autre était debout au pied du lit, le visage gris de poussière, les mains dans les poches. Il riait, oscillant d'avant en arrière. Longtemps, elle resta là, le cœur battant, la clé près de la serrure. Puis tout d'un coup, d'une poussée, elle mit la clé dans la porte, dans la serrure et ouvrit. Le déclic de la porte joua. Il monta en courant. Quelqu'un comme Aurore pose une question et sans attendre la réponse, elle disparaît par la porte à 2 battants. Assis sur un divan vert, il lisait à la lueur d'une ampoule qui éclairait tout un coin de la chambre. À chaque pas, des talons roses sortaient négligemment des pantoufles. Elle marchait à pas rapide, trop petit à cause de sa jupe étroite. Ses talons tranchants s'enfoncèrent dans l'asphalte. Elle fit brusquement demi-tour et montant en courant les escaliers. Sa robe à plis, en forme de cloche, ondulait de droite et de gauche. Il avala une gorgée de son café froid et m'observa avec une pénétrante attention. Il se pencha, les coudes au comptoir, et pressant ses yeux clos avec la pointe de ses doigts, soupira. Il couvrit de nouveau ses yeux avec ses mains. Son souffle faisait un bruit rauque. Il prit sa tasse d'une main un peu tremblante. Il la raccompagna jusqu'à la porte et la suivit un peu des yeux, pendant qu'il se dirigeait d'un pas lourd vers l'arrêt d'autobus. Il tamponna son visage ruisselant de sueur avec une serviette. Il se tourna et se retourna fiévreusement entre les draps froissés. Il s'éloigna de la fenêtre, se laissa tomber dans un fauteuil et se renversa en arrière, les pieds allongés sur le lit. Il laissa la porte claquer derrière lui. Les pas traînants. Il se versa un verre d'eau glacée. Il arpenta le salon miteux en fumant une cigarette. Il est assis sur le bord du lit, sa tasse vide sur ses genoux, contemplant ses pieds nus. « Comme tu voudras », dit-il d'un air sombre. Il avait la main posée, comme paralysée, sur le bouton de la porte. Elle se mettait à fredonner les chansons qu'elle avait apprises du jukebox. Les cris du bébé arrivaient en rafale de l'autre chambre. Et il abaissa ses lourdes paupières. Il se tut et resta là, les épaules remontées comme s'il écoutait l'écho de cet été lointain. Il se tourne toujours pour se déshabiller. Il ne peut pas se passer de moi et plus de lui. Il m'arrive même de l'oublier. Cette musique est si belle. Si chaud ici. Ses cheveux, son menton. C'est plus fort que moi. Non, c'est pas sa bouche. Toujours. J'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. Séquences 3 et 4 du scénario de L'homme à la valise, 1982-83, avec quelques photographies de plateau. Séquence 3. Premier matin avec lui. Je me lève. J'ouvre la porte de la salle de bain, il est là, tout nu. Ah, pardon, je fais. Alors je vais dans la cuisine, je me passe les mains sous l'eau. Puis j'en mets à bouillir, prépare le petit déjeuner. Je pose une tasse sur le plateau, puis je me souviens,
et j'en pose une deuxième. J'emporte le plateau du petit déjeuner pour 2 dans la double pièce. Le divan-lit est ouvert. On voit les traces qu'a fait sa tête sur l'oreiller. Ses draps finement rayés sont tout tendus comme s'ils n'avaient pas bougé de la nuit. Sur le dossier d'une chaise pend sa veste. Ses pantalons sont délicatement posés sur le siège. Tout ce que j'avais fait tomber de l'armoire, dossier, vis et clous, a disparu. L'armoire est hermétiquement fermée. Les enveloppes qui jonchaient le sol ont été ramassées et sont rangées en piles sur une table. Là où hier à peine se tenait ma machine, une autre machine a été posée, à côté d'une pile de livres bien alignés, un cahier fermé et un stylo. Je commence à manger tranquillement dans un état de somnolence heureux, dans le silence. Il arrive en peignoir, déjà rasé, les cheveux humides, soigneusement peignés, l'air très éveillé. Il vient s'asseoir à côté de moi, souriant largement, prêt à entamer une conversation. Tous deux assis à cette table, dans nos peignoirs respectifs, nous devons donner l'image parfaite du couple. Il me pose une question et je réponds « et me détourne légèrement de lui. Il mange avec appétit, faisant sonner les couverts sur l'assiette avec force. Alors je me lève brusquement, faisant tomber ma chaise, laisse ma tartine à moitié mangée sur la table, ma tasse de thé pas terminée. Dans la salle de bain, une chemise d'homme, chaussettes et sous-vêtements, pendus sur les cordes à linge au-dessus de la baignoire, goutte encore. Un essuie rayé du genre de celui que j'ai jeté 2 jours avant est posé sur le bidet. Je me penche et fais couler l'eau du bain. Je sursaute quand je reçois sur le visage quelques gouttes d'eau des vêtements qui pendent. Lavé, habillé, je m'assieds enfin devant la machine. J'introduis une feuille quand s'élève la voix de Jessie Norman, puis immédiatement le petit bruit de quelqu'un qui tape à toute vitesse sur une machine. Je me lève, ferme la porte, j'entends toujours. Alors je prends la couverture de mon lit et l'accroche contre la porte. Je me remets devant la machine, j'écoute, je n'entends plus rien. Curieuse de savoir si c'est la couverture qui fait cet effet, j'ouvre la porte, la couverture tombe. Je n'entends rien, puis des pas, puis une porte qui s'ouvre et qui se referme, ensuite des pas dans les escaliers. J'écoute les pas qui décroisent dans les escaliers. Je regarde l'heure sur le réveil, 10 heures. Séquence 4. S'arranger pour ne jamais le rencontrer. Mon réveil sonne, il est 7 heures. Je me lève à moitié comateuse. Je vais jusqu'à la machine, il y a une feuille aux 3/4 écrite. Je la regarde écœurée, je la froisse. Je sors de ma chambre, toujours à moitié comateuse et complètement distraite. Je me dirige vers les toilettes. Soudain, j'entends un bruit léger. Je lève la tête, il n'est plus qu'à 1 mètre de moi, dans l'ombre. Il continue à avancer. Comme dégrisé, je le regarde. Lui, il dit « Bonjour !» Un grand bonjour sonore. Je ne réponds pas, fais volte-face et retourne dans ma chambre. Là, j'entends ses pas qui s'approchent encore, puis qui bifurquent vers la salle de bain. Alors, je ressors et vais aux toilettes. Je ressors des toilettes. Il est toujours dans la salle de bain. Je reste devant la salle de bain, je prends une profonde inspiration et je me lance. Mais ce n'est qu'un tout petit « Henri » qui sort de moi. Je reprends à peine plus fort. « Henri !» Mais l'eau coule et personne ne répond. Désespérée, j'appuie ma tête sur la porte de la salle de bain, prête à pleurer. Mais soudain, j'ai une idée. Je me reprends et me précipite dans ma chambre. Je tape gaillardement sur ma machine. Puisque je n'arrive pas à lui dire de partir, je vais m'arranger pour ne jamais le rencontrer. L'eau continue à couler dans la salle de bain. Yeah, I can sing one, a very soft, sad, beautiful kind of ballad. And, okay, let me concentrate. Et que les rues se vident, et que je traîne, pour pas franchir la porte de mon hôtel, pour que l'ascenseur m'emmène doucement jusqu'au 20e et que j'enfonce la clé dans la serrure dorée de la chambre d'hôtel. Alors mon cœur se serre, plus rien ne compte, plus rien n'existe. Le Labrador et ses mines d'or
le Pacifique et l'Atlantique, les océans, les continents, les villes, les fleuves, les forêts, les gens. Plus rien ne compte, plus rien n'existe que toi qui me prends dans tes bras. That's from the musical. That's from the musical. I have others if you want, but we cannot spend our time singing. Oh yes, one more. One more. Wait. There is one. You want a little bit more with the speed? It's about the shampoo girl in a hairdressing salon, and they are crazy. Elle en perd la tête et ses ciseaux. Elle voudrait des miettes, quel trémolo. Oh oh, c'est une mauviette du lavabo à l'aveuglette. Méli-mélo, oh oh. Elle en perd la tête et ses ciseaux. Elle voudrait des miettes, quel trémolo. Oh oh, c'est une mauviette, lui un macho à l'aveuglette. Coupe les cheveux secs, le mec. Ta-ta-ta-tam, ta-tam, ta-ta-ta-ta-ta-tam. And what's the scene? The scene is, you know, they are all in a round with their, let's say, the things to dry or the things to put some glue on you, and they are making a round around a girl who thinks that a man is in love with her, and in fact he is a nobody, you know. So they are laughing at her. And making her hair. And no, she's also a shampoo girl. But what is a shampoo girl? A shampoo girl? What's that? She shampoo the people. I see. A hairdresser girl. Hairdresser girl, yeah. Yes. Yeah. C'est vrai. Vous trouvez aussi? J'adore quand parfois des gens sont d'accord avec moi. Surtout que c'est rare. L'autre jour, j'ai dit à quelqu'un que le nom brodé sur le tablier de l'école, c'est comme un stigmate. Vous trouvez pas que c'est vrai, sincèrement? Enfin, le nom, c'est quand même mieux qu'un numéro. Mais parfois, c'est vrai pour le nom aussi. Ouais. Pourtant, on m'a regardé comme si j'étais folle. Mais je suis pas folle. C'est tout simplement quelque chose que je sens. Parfois, c'est pas gai ce que je sens. Comme cette histoire de stigmate, c'est pas gai, je suis d'accord. C'est pas la peine de dire tout ce qu'on sent à tout le monde. Pourquoi? Vous savez, tout ce que je sens, je l'écris dans un cahier. Là, au moins, je suis tranquille. Personne ne dit rien. Vous voulez devenir écrivain? Peut-être. Un grand écrivain, alors. D'ailleurs, je vais plus à l'école. Depuis combien de temps? Depuis 3 mois, de moins en moins. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que c'était fini. D'ailleurs, j'ai jeté mon bulletin. Ça doit faire une drôle d'impression. Venez. J'aime bien les livres sur l'incommunicabilité. Moi, pas. Ça alors? C'est bizarre. Vous connaissez cette phrase? Écoutez bien. Le terrible, c'est que la conscience d'un homme, et dès l'enfance, subit une pression que toute l'élasticité de l'âme, toute l'énergie de la liberté ne peut pas supprimer. C'est beau, mais attendez la suite, c'est encore mieux. Le chagrin dans une vie peut certes exercer... Donc, le chagrin dans une vie peut certes exercer une pression et déformer la conscience. Celui qui, dès son jeune âge, subit une telle pression ressemble à un enfant qu'on retire avec les fers du corps maternel et qui garde constamment le souvenir des douleurs de la mère. C'est terrible, n'est-ce pas? Oui, ça donne le cafard. Oui, mais un cafard très très beau. Ça me plaît. C'est de Kierkegaard. J'ai lu ça dans un livre de mon frère. C'est lui qui a donné des idées à Sartre. Moi, je suis complètement d'accord avec ce type, ce Kierkegaard. À propos de Dest, note d'intention écrite en 1991 pour le film Dest, dont la première projection publique a eu lieu en 1993.
Je voudrais faire un grand voyage à travers l'Europe de l'Est, tant qu'il en est encore temps. La Russie, la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, l'ex-Allemagne de l'Est, jusqu'en Belgique. Je voudrais filmer là-bas, à ma manière documentaire frôlant la fiction, tout ce qui me touche. Des visages, des bouts de rue, des voitures qui passent et des autobus, des gares et des plaines, des rivières ou des mers, des fleuves et des ruisseaux, des arbres et des forêts. Des champs et des usines et encore des visages, de la nourriture, des intérieurs, des portes, des fenêtres, des préparations de repas. Des femmes et des hommes, des jeunes et des vieux qui passent ou qui s'arrêtent, assis ou debout, parfois même couchés. Des jours et des nuits, la pluie et le vent, la neige et le printemps. Et tout cela qui se transforme doucement tout au long du voyage, les visages et les paysages. Tous ces pays en pleine mutation, qui ont vécu une histoire commune depuis la guerre, encore très marquée par cette histoire, jusque dans les replis mêmes de la terre, et dont maintenant les chemins divergent. Je voudrais enregistrer les sons de cette terre, faire ressentir le passage d'une langue à l'autre, avec leurs différences, leurs similitudes. Une bande-son non synchrone ou seulement par moments, un fleuve de voix diverses charriées par les images. Des voix qui raconteraient des histoires petites et grandes, souvent très simples, qu'il ne serait pas toujours nécessaire de comprendre, mais que l'on sentirait comme des musiques de pays étrangers, avec pourtant un sentiment de familiarité. À propos des visages, j'aimerais juste vous faire connaître le « En guise de préface » de Requiem d'Anna Akhmatova. Dans les années terribles des Grandes Purges, j'ai passé 17 mois à faire la queue devant les prisons de Leningrad. Un jour, quelqu'un a cru m'y reconnaître. Alors, une femme aux lèvres bleuâtres, qui était derrière moi et à qui mon nom ne disait rien, sortit de cette torpeur qui nous était coutumière et me demanda, à l'oreille, là-bas, on ne parlait qu'en chuchotant, « Et cela, pourriez-vous le décrire ?» Et je répondis, « Oui, je le peux. » Alors une espèce de sourire glissa sur ce qui avait été jadis, était son visage. Extrait de la note d'intention intitulée « Du Moyen-Orient » pour un film jamais réalisé, 1996 ou 97, accompagné de photographies prises par Chantal Akerman et Renaud Gonzalez lors de repérages dans les environs d'Alep. Edmond Jabès a écrit « Toute interrogation est liée au regard ». Je ne sais pas si c'est vrai, mais cela me parle. Quelles sont tristes les fleurs de jasmin qu'on vous vend dans les restaurants parisiens, aussi tristes et entêtantes que ceux qui les vendent, et quand finalement on en achète et qu'ils disent « c'est 15 francs » et qu'on dit « c'est cher », ils répondent « c'est du jasmin ». Et on entend, sans que cela soit dit, « cela n'a pas de prix ». Après d'Est, j'ai joué pendant longtemps avec l'idée de faire un film un peu erratique sur le Moyen-Orient, que j'appellerais donc « du Moyen-Orient ». Je me disais, on procédera un peu de la même manière, avec une équipe légère, la même. On vagabondera ici et là, on ira plusieurs fois, et petit à petit, le film se révélera. Mais quand je suis rentrée chez moi avec ces fleurs de jasmin que j'écrasais un peu bêtement entre mes doigts, j'ai senti que c'était le moment, qu'il fallait que je prenne ce sujet à bras-le-corps, que je ne pouvais plus en faire l'économie, que ça suffisait comme ça, que c'était tout simple, que j'avais envie de filmer l'homme que j'avais vu à Amman, dans l'embrasure d'une porte, un homme presque vieux. Il s'essuie, se tamponne lentement le visage avec un mouchoir plié en 4, sans prêter attention au bruit des voitures, des gens, dans la rue principale de la vieille ville. Il porte des pantalons de costume et juste une chemise blanche à courtes manches. Et aussi cette route dans les faubourgs d'Alep, qui débouche sur des bidonvilles, ou cette banlieue sans trottoir, sans rue goudronnée, avec un sol de sable presque rouge. Cette trouée avec au loin des enfants. Ce paysage lunaire dans lequel on se perd et ces amas de ferraille délabrés et ces boutiques aux vitrines tellement pleines. Ces femmes qui font des petits pas et les arbres arrachés ou penchés à tout jamais sous l'effet du vent et ces deux adolescents aux mains entrelacées. Ils ont l'air de deux petits paysans s'accrochant l'un à l'autre dans la grande ville.
et ses fleurs de jasmin. Mais bien sûr, ou peut-être n'est-ce pas si sûr, l'homme n'est plus dans l'embrasure de la porte. Reste mon désir et ma peur. Peur à cause de Dest, parce que je sais ce que c'est maintenant que de partir à la recherche d'un film sans chercher à le maîtriser d'avance. Et je sais bien aussi que c'est de la même manière, à tâtons, qu'il va falloir faire ce film-là, sans chercher à reproduire Dest. Peur aussi parce qu'on entend tout de suite et en vrac, dans un désordre significatif, les mots brûlants de Palestine, Jérusalem, fils, Hamas, voile, intégrisme, immigration, démocratie, xénophobie, banlieue, violence, rapport à l'autre, identité, exil, et par-dessus tout le mot étranger avec sa cohorte d'adjectifs. Et bien sûr, je ne peux pas prétendre à moi toute seule traiter tous ces sujets, mais quelque chose de tout ça devra bien transpirer par tous les pores du film. Oui, dès qu'on touche au Moyen-Orient, comme dit Jabès, se pose d'une manière radicale le problème de l'étranger et donc de soi, de la haine de l'autre et donc de soi et de l'autre en soi. Et cette haine de l'autre peut vous prendre par surprise, de biais, presque traîtreusement et à tout moment, pour un oui ou un non, comme ça m'est arrivé cette année en Jordanie, à Aqaba, où j'ai été cet été, ainsi qu'en Syrie et au Liban, pour encore une fois confronter mon désir de faire ce film. C'est pas la rue. J'ai oublié, pardon. Extrait du texte, le frigidaire est vide, on peut le remplir, qui date de 2004. On a beau mettre une caméra en face de quelqu'un, quelqu'une ou quelque chose, cela ne se donne pas si simplement, un peu de vérité. Et tout d'un coup, sans qu'on s'y attende, on sent quelque chose qui peut être à la fois du plaisir, de la peur, un battement de cœur. Alors, soit on ferme les yeux, soit on part, soit on accepte ce trouble. C'est troublant, oui. Je dirais ça, un trouble s'installe, et parfois même une opacité. On n'est pas vraiment habitué. Voilà une rue. Une rue, c'est une rue, c'est une rue, c'est une rue, eh bien non. Non, pourquoi non? Parce que. Donc voilà une rue, de New York par exemple, et même de Manhattan, et même du bout de l'île, du West Side, filmée de face à la tombée de la nuit de l'été. Que dit-elle, cette rue? Elle dit bien quelque chose d'elle, de sa vérité, de la vérité de son image, mais quoi et au bout de combien de temps? On voit une rue et alors? On a l'habitude de voir une rue, alors pourquoi montrer une rue? Justement parce qu'on a tant l'habitude de voir une rue qu'on ne la voit plus. Non, il n'y a pas que ça. Mais quoi d'autre alors? Cette rue s'est ajoutée à un moment passé devant une autre rue, ou à un autre moment face à un trajet dans un métro, ou encore face à un homme assis sur une chaise dans la rue. Et tout ce temps passé s'additionne et crée quelque chose. Et dans ce quelque chose, parfois, un peu de vérité. Au bout de combien de temps commence-t-on à la voir, cette rue, à la ressentir, à laisser aller son imaginaire, mais pas trop loin, pour rester quand même un peu proche de cette rue après cette autre rue? Et le temps, est-il le même pour tout le monde? Certains disent « ça m'a paru long », d'autres disent « ça m'a paru court », et certains ne disent rien. Qui a raison? Personne. Quelqu'un doit bien avoir raison. Peut-être. Je ne sais pas. C'est chacun pour soi. En général, on rajoute « et Dieu pour tous ». Mais Dieu n'a rien à voir avec cette histoire. Et puis, je pense aussi que ce n'est ni une histoire de voir, ni de sentir, ni de laisser aller son imaginaire. Je sens qu'il est encore question d'autre chose, mais de quoi? Deleuze et Guattari parlaient de blocs de temps, je crois. Mais pour une fois, je ne suis pas complètement d'accord avec eux. Non, pas complètement. Une rue, longtemps. Ou un arbre. Mais pourquoi longtemps et par rapport à quoi? Et puis c'est quoi longtemps? C'est plus que pas longtemps de toute façon. En tout cas, c'est plus longtemps que pour informer. En une seconde ou deux, on reconnaît une rue, un arbre. Donc longtemps, cela peut être plus que le temps de la reconnaissance. Cela peut être le temps de la connaissance. Enfin, d'un peu de connaissance comme d'un peu de vérité. Le jour où, 1997, le jour où j'ai décidé de penser à l'avenir du cinéma, je me suis levée du mauvais pied. J'ai versé un jus de pamplemousse sur un verre retourné. J'ai laissé mon bain déborder. J'ai renversé le café d'un geste large. J'ai mis mon t-shirt à l'envers.
Je n'ai pas repris ma monnaie chez le marchand de tabac. J'ai payé mes cigarettes sans les prendre. J'ai appelé mon chien qui n'est pas venu. J'ai reçu une carte pour mon anniversaire et j'ai pleuré. J'ai répondu au mauvais téléphone quand il a sonné. Le E de mon clavier s'est coincé et j'ai pensé à lui, mais sans me rappeler son nom. Après, je m'en suis souvenu, il s'appelle Georges Perec. Pensait-il à l'avenir de la littérature quand il écrivait ? Je me suis dit qu'il est mort parce qu'il fumait trop. J'ai immédiatement écrasé ma cigarette dans mon cendrier, sans plus attendre, j'en ai allumé une deuxième. J'ai téléphoné à l'ami qui m'a envoyé la carte et je suis tombée sur quelqu'un d'autre. J'ai dit « Excusez-moi, je ne suis pas réveillée ». Le jour où j'ai décidé de penser à l'avenir du cinéma, je me suis dit que je ne le verrais pas. Je me suis demandé si l'avenir, c'était toujours devant soi. Alors j'ai regardé devant moi, puis je me suis retournée. Je me suis demandé si les gens qui marchaient la tête penchée avaient le sens de l'avenir, ou si c'était seulement les gens qui marchaient fièrement et la tête droite. Je me suis dit que pour moi, l'avenir était derrière moi, parce qu'on ne dit plus de quelqu'un de mon âge qu'il a un bel avenir devant lui. Le jour où j'ai décidé de penser à l'avenir du cinéma, je me suis donc levée du mauvais pied. Quand on se lève du mauvais pied, on ne peut pas penser, et certainement pas à l'avenir du cinéma. Quand on se lève du mauvais pied, on ferait mieux de ne pas se lever, de ne pas se verser du jus de pamplemousse, de ne pas se faire couler un bain, de ne pas se faire du café, et surtout, de ne pas appeler son chien. Quand on se lève du mauvais pied, il ne faut pas avoir son anniversaire, ni téléphoner, encore moins penser à Georges Perec et à la littérature, et encore moins dire aux gens qu'on n'est pas encore bien éveillé. Quand on se lève du mauvais pied, vaut mieux se recoucher. Si par hasard on se réveille, et qu'on pense, sans y penser, à quelque chose qui vous passe sans que vous le sachiez dans votre tête bien éveillée et qui oublie qu'elle doit penser, on se réjouit tout d'un coup parce qu'on se dit qu'il se pourrait bien que demain, après-demain ou un jour qui vient, on verra bien quelque chose dans le noir et on le saura, ce sera un beau morceau de cinéma. Ce portrait de Maria Callas par Werner Schröter date de 1968. Dans l'entretien avec Nicole Brenez, qui date de 2011 et qu'on appelle le Pajama Interview, Chantal Akerman disait « Je n'ai pas revu les films de Werner avec Maria Callas, dans mon souvenir les plus beaux, lorsque je les ai découverts à Cologne. Werner n'était pas présent, mais je l'avais rencontré en 1969 en Belgique. Jacques Ledoux, le directeur de la Cinémathèque royale, l'avait fait venir. Werner était très beau, il parlait toutes les langues, il était l'ange blond, très cultivé et sans doute par lui-même, pas comme un héritier. » Extrait d'une famille à Bruxelles, paru aux éditions de l'Arche en 1998 et repris dans Œuvres écrites et parlées. Maintenant qu'il n'est plus là, je ne danse plus. D'ailleurs, je ne crois pas que j'ai été à un mariage depuis qu'il n'est plus là, mais si j'y allais, je ne crois pas que je danserais. Pourtant, dans ces mariages, je ne faisais pas que danser avec lui. Je dansais avec d'autres aussi, je dansais toute la nuit et j'étais pas fatigué. Je dansais avec d'autres et je dansais avec lui. Les mariages, c'était souvent en hiver, et quand c'était fini, on prenait nos manteaux au vestiaire, et moi je ne l'enfilais pas tellement, j'avais chaud et que j'étais en sueur. J'avais même des gouttes qui perlaient au-dessus de mes lèvres. Il n'aimait pas et il me disait « essuie-toi », mais très gentiment, alors je ne le prenais pas mal et on sortait. J'enfilais pas mon manteau, je le glissais simplement au-dessus de mes épaules nues. C'était un manteau de fourrure. D'abord, il avait été long, et puis il avait été raccourci, et il aimait que je mette ce manteau de fourrure.
Normalement, c'était un manteau de fourrure très cher, et il avait fallu attendre des années avant que j'en ai un, et puis finalement, je n'ai plus dû attendre, et on est allés ensemble pour le commander, et le fourreur nous a fait un prix parce qu'on le connaissait depuis longtemps, et là, en sortant du mariage, je l'avais simplement glissé sur mes épaules nues, elles étaient nues parce que je portais une robe avec un bustier, c'était la même que j'avais déjà mise au mariage précédent, mais c'était seulement la deuxième fois que je la mettais, alors je trouvais que cela ne valait pas la peine d'en acheter une nouvelle, même si tout le monde m'avait déjà vu avec cette robe, parce que c'est souvent les mêmes gens qu'on voit à chaque mariage, et j'attendais là qu'il aille chercher la voiture, là dans le froid était bon et sec, et je me sentais tellement bien, pas fatigué ni rien, alors que d'autres couples qui sortaient du mariage comme nous bâillaient et soupiraient en disant qu'ils étaient fatigués, pas moi, je me sentais dans une forme éblouissante, ma fille est comme moi, celle de Ménilmontant, et l'autre, toutes les deux aiment danser. L'autre fille, personne n'est étonné qu'elle aime danser, c'est son genre. Mais ma fille de Ménilmontant, personne ne trouve qu'elle s'habille bien et pourtant elle choisit quand même ce qu'elle met, mais ça ne plaît pas à ces gens qui vont au mariage juif. Je pense que ça doit plaire à ceux qu'elle connaît là-bas dans la ville où elle habite. Et en tout cas, elle ne s'habille et se maquille à peu près jamais comme ceux des mariages aiment, à part au mariage parce qu'elle sait que ça fait plaisir à son père et qu'alors elle ne lui fait pas honte. D'ailleurs, elle danse aussi avec lui. Et quand elle danse avec lui, elle lui sourit, elle lui dit des choses, et lui, il a l'air heureux et pas du tout pensif avec sa petite moustache. C'est en général elle qui l'invite, et parfois c'est lui, mais c'est plus rare. Et quand ils se séparent, et quand ils vont se rasseoir à la table ronde avec le reste de la famille proche, en tout cas ceux qui ont pu venir, ils ont l'air tout contents. C'est à des choses comme ça que je pense quand j'ai des bonnes pensées. Mais quand on parle de ça, et c'est pas souvent parce que c'est pas souvent que mes deux filles et moi on est ensemble, c'est des bonnes paroles parce que tout de suite après, un moment de silence où l'on se regarde avec un sourire ou même parfois des larmes, on s'embrasse et on sent ensemble et on sent alors qu'on est la famille proche et qu'il n'y a pas plus proche. Et alors j'ai besoin de le dire que c'est rare qu'on soit toutes les trois ensemble et que ça fait du bien. Je peux pas m'empêcher de le dire même si je sais bien que mes deux filles préféreraient que je ne le dise pas. Ça, je sais qu'elles préféraient que je ne le dise pas parce qu'elles disent oui ou bien sûr à ma remarque. Mais je remarque qu'elles prennent tout de suite un air distrait. Je dis toujours en moi-même quand je pense à elle, ma petite Sylvie. Je dis aussi mon petit Marcel. Je me sens si proche de Marcel. D'un Marcel imaginaire, évidemment, mais qui n'existe qu'en moi. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, dit-il. Et moi, je me couche encore de bonne heure. Je suis toujours fatigué le soir, sauf exception. Je suis fatigué. J'ai l'impression que continuellement je lutte contre la fatigue et puis de temps en temps je l'oublie. Lui, il voulait que sa mère lui lise des histoires. Moi, je voulais connaître l'histoire de ma mère. Marcel, je l'appelle. Je le vois si beau sur son lit de mort. Mon petit Marcel, comme s'il était l'enfant que je n'ai pas eu. Extrait du scénario du film La Captive de Chantal Akerman, adapté de La Prisonnière de Proust. Le film date de 2000. Extérieure nuit, cour de l'immeuble. Simon sort de chez lui. Dans la cour, il boutonne son manteau comme s'il avait un peu froid, un peu chaud aussi. Il frissonne. Il lève les yeux vers la petite fenêtre d'Ariane, celle qui donne dans la cour. Tout est sombre, enfin presque. Il doit y avoir une petite lampe allumée. Puis il voit son ombre passer derrière les rideaux. Ariane ouvre les rideaux, puis la fenêtre. D'abord un tout petit peu, puis de plus en plus largement, comme quelqu'un qui étouffe, qui a besoin d'air. Ariane se penche à la fenêtre, presque dangereusement, comme un oiseau qui voudrait prendre son envol après avoir été longtemps dans une cage et n'est plus très certain de savoir voler. Puis on entend quelqu'un chanter très doucement. Ariane lève le visage vers la chanson. Simon aussi. Il voit une jeune femme à la fenêtre. La jeune femme regarde la cour, son chant est clair et doux. Ariane lui répond, doucement aussi. Et là aussi on pense à un oiseau qui roucoule timidement avec quelque chose de rauque dans la voix. Un dialogue s'installe entre les deux jeunes femmes. C'est le même air de Mozart que chantaient Ariane et André au début du film. La voix d'Ariane se fait un peu moins rauque, un peu moins timide. Quelqu'un ouvre la fenêtre et se plaint peut-être. Ariane et la jeune femme s'arrêtent de chanter et referment leur fenêtre. Simon semble partagé, puis brusquement quitte la cour. Extrait de Début de portrait en creux de la Mexicaine, qui est une note pour le film De l'autre côté en 2001. Il ou elle, ou le cinéaste, ou un Mexicain, ou un officier, il faudrait trouver un truc sioux, enfin, je ne sais pas encore lier cette histoire à l'autre, visitera les différentes chambres où elle a vécu. La plupart du temps, personne ne vivra là après elle. Et chaque fois, elle a laissé un objet ou un autre, comme si elle avait été obligée de fuir.
Pour arriver à Los Angeles, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est passée par le désert de l'Arizona. Ils étaient 6. 4 ont survécu. 2 sont morts de soif dans le désert. On ne sait pas comment cette femme a pu survivre, mais elle a survécu. Ni comment elle a fini par arriver à Los Angeles. Sans doute a-t-elle fait quelques petits jobs sur la route. Sans doute a-t-elle dormi dehors ou dans des granges ou dans des parcs. On sait qu'elle a travaillé à une pompe à essence, dans un diner, et souvent comme femme de ménage. On a pu suivre sa trace de ville en ville, et même un peu à Los Angeles. À Los Angeles, au bout d'un moment, on a perdu sa trace, parce qu'au bout d'un moment, les mandats et les lettres ne sont plus arrivés. Elle a été serveuse, un jour elle n'est plus venue. Elle a été femme de ménage, un jour elle n'est plus venue. On l'a pourtant bien traitée, dira sa patronne. Et aussi, elle parlait peu, faisait son travail. Elle était polie, mais sombre. Elle nous a manqué quand elle est partie, surtout aux enfants. Elle n'a jamais rien volé. Je lui ai donné des robes que je ne portais plus. Je lui ai demandé de m'appeler par mon prénom. Elle n'a jamais voulu. Enfin, elle ne l'a jamais fait. Et moi, j'avais étudié l'espagnol au lycée. J'étais contente de l'utiliser. Savez-vous où elle habitait ? Non, pas exactement, mais je crois vers... Un jour, mon mari l'a raccompagnée chez elle. On était rentrés tard, vous comprenez, mais au bout d'un moment, elle lui a demandé de la laisser devant un 7-Eleven. Après, elle se débrouillerait. Savez-vous qu'elle avait laissé un fils là-bas au Mexique ? Non, non, rien. Elle doit être quelqu'un d'à part. Je me suis dit ça quand elle n'est pas revenue. Elle n'avait vraiment aucune raison de ne pas revenir. On la traitait vraiment bien, pas du tout comme une domestique, c'est pas notre genre. Et si elle ne faisait pas vraiment partie de la maison, c'est parce qu'elle ne le voulait pas. Elle doit bien être quelque part. Une femme ne se volatilise pas comme ça. Une voix dans le désert. Dans le désert de l'Arizona, à la frontière entre 2 montagnes, l'une nord-américaine, l'autre mexicaine, a été placé un écran de 10 mètres de base. Sur cet écran ont été projetées les dernières minutes du film de l'autre côté. Ces images et ces sons ont été vus, entendus des 2 côtés de la frontière. L'espagnol a retenti aux États-Unis aussi bien qu'au Mexique, l'anglais au Mexique aussi bien qu'aux États-Unis. Nous avons filmé cet écran dans ce désert, entouré de ces 2 montagnes pendant des jours et des nuits. De toutes ces images, nous avons choisi 1 heure, un plan qui commence au bout de la nuit et se termine au commencement du jour. Texte de présentation de l'installation Maniac Summer, 2009. Au rez-de-chaussée, un film orphelin. Tombé de nuit sur Shanghai, prélude à Maniac Summer, dans une frontière poreuse entre la salle de cinéma et la galerie. En bas, d'un film orphelin à l'autre, en devenir. Sans sujet ni objet, sans début ni fin. Un film qui implose, entre l'Éden et la catastrophe. En devenir, en éclat, éclat de catastrophe. Un film qui se multiplie au moins 4 fois, parfois 5 quand il est pris dans la catastrophe, quand la vitesse de la lumière semble être dépassée. Comme à Hiroshima. Et comme à Hiroshima, il laisse des traces, mais en devenir. Un film qui explose et glisse avant de mourir. À côté de lui, les fantômes gigotent toujours. Continuent leur danse macabre. Un film qui se répète jusqu'à en perdre ses couleurs, comme des ombres, des fantômes, des traces. Un film qui se réorganise dans un paysage, se sépare, du noir et blanc au blanc et noir, presque méconnaissable, des formes souvent presque abstraites. Voilà ce que peut devenir un film orphelin, sans auteur, sans sujet, ni objet, muet. Merci.